Bonsoir à tous, bienvenue à la Cinémathèque, désolé pour l'attente, voilà, l'attente des grands jours. C'est un grand honneur pour nous de recevoir Gus Van Sant ce soir. Je voulais juste vous rappeler que c'est à l'occasion aussi de la présentation du spectacle Trouble au Théâtre de la Cité, que nous avons donc co-invité avec le théâtre Gus Van Sant. Il nous fait l'honneur de venir à Toulouse. Il a déjà passé un moment au théâtre avec le public. Il a présenté son spectacle aussi, hier soir et ce soir. Et puis voilà, on voulait absolument aussi avoir un moment ici de rencontre à la Cinémathèque. Donc je remercie bien sûr nos partenaires, le Théâtre de la Cité, le Marathon des mots aussi. Serge Jouet a animé la rencontre de mardi soir au théâtre. Je remercie aussi nos partenaires de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, avec qui nous avons accueilli le colloque autour du travail de Gus Van Sant mardi dernier. Voilà, donc beaucoup d'échanges et de rencontres autour de ce cinéaste fascinant. Et comme Cannes bat encore son plein, je vous rappelle que Gus Van Sant fait partie des cinéastes qui a remporté une Palme d'Or. C'était en 2003 pour Elephant. Elephant qui est un film qui n'est pas facilement visible, mais vous aurez la chance de le voir ici à la Cinémathèque si vous suivez donc cette rétrospective qui est consacrée à Gus Van Sant. Donc je vous demande bien sûr d'accueillir avec beaucoup de ferveur Gus Van Sant. Voilà, Gus Van Sant à la Cinémathèque. Merci Gus d'être avec nous. Franck Lubet va animer cette rencontre. Et Yves Tixier, que je remercie beaucoup, va nous traduire les propos de Gus. Voilà. Et surtout, merci de ne pas prendre de photos pendant la rencontre. Voilà, c'est une demande express qu'on vous fait. Sinon la rencontre devra s'arrêter. Voilà. Merci beaucoup de comprendre. Merci Franck. Et merci beaucoup à Gus Van Sant d'avoir accepté cette invitation. C'est un grand honneur que de nous avoir ici à Toulouse, à la Cinémathèque, et pour prendre un petit peu de temps pour parler de votre cinéma. En fait, ce que je vous propose, c'est de partir sur un texte, un extrait en fait de texte que vous avez. Franck, il a des invités qui sont dehors. Et qui lui demandent... How much? Ah, ok. Yeah. Et... here. Testing. C'est bon. Et donc je vous propose de partir en fait d'un extrait d'un texte que vous avez écrit à propos de Bellatar, donc pour présenter une rétrospective Bellatar. C'était au MoMA en 2000 ou 2001, je ne sais plus exactement. Un texte qui s'appelle donc La caméra est une machine. Et dans ce texte-là, vous écrivez Hitchcock a déclaré en réponse à une question de Truffaut que de grands changements stylistiques pouvaient s'opérer au cinéma par le biais du personnage. Peut-être, mais ici, chez Bellatar, donc, il s'en produit un par le biais des idées. Et en lisant ce texte, donc vous écrivez, donc c'est au 2000, et c'est juste au moment de grand tournant aussi que vous allez prendre avec Jerry et ce qu'on appelle ici la trilogie de la mort. Et en fait, il y a deux aspects qui me semblent être des aspects, les deux jambes quelque part un petit peu de votre cinéma. Le travail avec les acteurs, sur les personnages, du coup de changement stylistique, et un travail ensuite beaucoup plus formel, puisque dans le texte, vous revenez aussi sur la question du montage, on y reviendra après. Et je vous propose peut-être de commencer par... justement cette manière de travailler avec les comédiens, d'écrire des personnages, ce qui fait une des grandes caractéristiques, me semble-t-il, de votre cinéma, d'être à la fois iconoclaste et en même temps de créer des icônes. Alors peut-être parce que comme votre filmographie est quand même assez importante et qu'on pourrait parler de chaque film,
On pourrait passer beaucoup de temps sur chaque film. Ce que je vous propose, et après c'est vous qui décidez, mais je me disais peut-être on peut prendre juste quelques exemples. Peut-être River Phoenix avec My Own Private Idaho, éventuellement Joaquin Phoenix, où on reste dans la famille avec donc To Die For et le dernier film qui était Don't Worry, He Won't Get Far on Foot. Et éventuellement Elephant, parce que c'est aussi le travail avec des acteurs non professionnels. Et voilà comment ce sont et en même temps ce sont des périodes différentes. On est au tout début dans le cinéma indépendant, vraiment, et puis ensuite une période beaucoup plus radicale. Et là, avec ensuite votre dernier, enfin avec dernier, disons des productions un peu plus de facture un peu plus hollywoodienne avec Joaquin Phoenix. Voilà, je vous propose ça, mais si vous voulez parler d'autres choses, d'autres acteurs, il n'y a aucun problème non plus, quoi, parce que je pense qu'on peut dire beaucoup de choses. Wow. Okay. Well, the Belatar it was part of a program for the Museum of Modern Art, and they were honoring his movies, and the people that were in New York that were great fans of Belatar had come, and it was sort of a big moment in his thing. I know Susan Sontag came that night that Satan Tango played, and she said after the film, it's 6.5 hours long, after it played, she said that was the 13th time I've seen that. And Belatar, oui, Belatar, c'était un hommage qui était rendu au MoMA à ses films. C'était un grand moment à New York pour son cinéma. Il y a notamment Susan Sontag qui était là. Et le soir où le Tango de Satan a été projeté, le film fait 6h30. Et à la fin de la projection, Susan Sontag a dit « C'est la 13e fois que je le vois ». And they had wanted somebody to write a foreword commenting on his work, and I think at the time I had shot Jerry, which was influenced by Bela's Satan Tango, which was really I think one of the films I had seen, and during this festival I was seeing more of his works, but I kind of was very into this idea of like cinema language that had grown out of, really a machine. I think there was something, what was the title? The Camera is a Machine. Yeah. And really here in France, at the arcades, and in New York City, the arcades had Nickelodeons that were the first presentations of cinema, which were very small little screens, which I always think that like our cameras, our phones are now like the same size as the Nickelodeons. Oui, et donc on m'avait demandé d'écrire un avant-propos sur cette rétrospective Belatar. Et j'avais tourné Jerry, je ne l'avais pas encore monté, mais je l'avais tourné, et j'avais été très influencé par le Tango de Satan de Belatar en tournant Jerry. Et j'ai vu d'autres, et c'est principalement le film de lui que j'avais vu. En fait, j'ai vu d'autres films de lui justement au MoMA. Et l'article est sur le langage filmique, le titre, c'est La caméra est une machine. Donc il y a cette machine, et je repensais au début du cinéma, quand le cinéma c'était simplement une attraction de fête foraine. Et en fait, les premières en France ou aux États-Unis, les premiers films qu'on voyait, c'était dans ce qu'on appelle des Nickelodeon, des sortes de petits box comme ça où on rentrait pour regarder un film, et en fait c'est des tout petits écrans, et voilà, et quand j'y repense aujourd'hui, ces premiers écrans sur lesquels on voyait du cinéma dans les fêtes foraines, en fait ils font à peu près la taille de nos écrans de portable aujourd'hui. And that the Nickelodeons were really like a curiosity, almost like virtual reality is today. It was not necessarily it wasn't popular right away. People have musical recordings, but the cinema itself was very young. So
with the small Nickelodeons that probably many of you have read some of the books about the origins of cinema, but the Nickelodeons were activating kind of a desire for a repeat of the actors inside the stories, where I think a lot of times it was women who were shopping in the arcades who were watching the the small 10-minute movies on Nickelodeons, and they were asking the shop owner, can they see more of a particular actor, because they were interested in like this particular part of the Nickelodeon, not necessarily the story, but like the portrayal that the actor gave. Et oui, donc c'est Nickelodeon, ils étaient dans les fêtes foraines, ils étaient aussi dans les galeries marchandes. C'était vraiment une sorte de curiosité à l'époque, une forme de peut-être ce que la réalité virtuelle peut être aujourd'hui pour nous. Et en fait, ce que ça a entraîné, c'est une sorte de soif de l'acteur. En fait, il y avait beaucoup de femmes qui faisaient les courses ou qui faisaient du shopping, qui allaient voir ces petits films de 10 minutes, comme ça, où on voyait un acteur, et elles demandaient au propriétaire de ce Nickelodeon s'il n'y a pas d'autres films avec cet acteur-là. Et en fait, l'intérêt, c'était pas du tout l'intrigue ou ce qui pouvait se passer, c'était juste d'assouvir cette soif de voir cet acteur et de voir cet acteur encore et encore et encore. And this sort of discovery, I think, started to activate this popularity of cinema at the same time as it was starting to be shown on larger screens, and it became more of a general activity, or entertainment for the public. And it was like a kind of the 19-teens or the 19-aughts, 1903, D.W. Griffith was working in New York. There was the Great Train Robbery, of course, like an early example. During the Great Train Robbery, they also often point to the end, like shot, which is by itself of a mid shot of a guy firing a gun, where through most of the film, it's full body shots, like from head to toe. So the close-up hadn't been invented. It was like had to be actually become accustomed to by the audience. And through the years, there were often vignettes around like the close-up to make the audience know that not to laugh at the close-up of just the face, because I think the original close-ups created laughter because you couldn't see the legs of the character. It looked funny on the screen, but our viewing practice got used to it as an expression, a visual expression. So we had to learn how to watch a film that had, wide, medium, and close shots, which I found interesting. Et en fait, cette activité des Nickelodeon qui est autour du cinéma, ça a rendu le cinéma plus populaire. C'est devenu une forme de divertissement. Et dans les années 1900-1910, il y a notamment The Great Train Robbery, le film de W. Griffith sur ce. Non, c'est pas de Griffith. Enfin, en tout cas, il y a eu ce film-là. Il y a d'autres films. Griffith est à New York à ce moment-là. Et à la fin de ce film-là, on voit un plan moyen d'un personnage qui tire comme ça au pistolet, et en fait c'est quelque chose de complètement nouveau. C'est-à-dire qu'avant ça, le cinéma, c'était des plans en pied, on voyait le personnage tout entier, et en fait il a fallu éduquer le spectateur, parce qu'au départ, quand on voyait des plans comme ça ou des gros plans, d'ailleurs les réalisateurs mettaient une sorte de vignette sur du gros plan pour bien montrer au spectateur que c'était un gros plan, et pour éviter que les gens rient, parce qu'en fait les gens voyaient le visage sans les jambes, et ça leur faisait absolument drôle, et j'ai trouvé ça absolument ridicule. Et donc notre regard a été éduqué par le cinéma, et maintenant on est habitué à voir des gros plans, des plans moyens, des plans plus larges, etc., comme moyen d'expression. So this kind of like discovery by reading about the history of the origins of cinema for me became like
I became obsessed with this sort of idea of like what the close-up means and what the medium shot means and what the mechanics of the cinema, the visual mechanics, and then of course like Hollywood taking the visual mechanics that were being learned in the 20s, the teens in the 20s, sort of using it to produce stories almost as if it was once the visual storytelling mechanics were learned by the audience, it could be built into something more elaborate, like a novel or a more sophisticated form of expression, almost like a universal language, and it was sort of happening internationally, all over the world, of this kind of absorbing of those codes of the mechanics of the cinema. Et oui, donc voilà, vous avez tous lu des histoires du cinéma, hein, vous avez probablement des choses sur les journées du cinéma. Moi, ça m'a vraiment passionné. Je suis devenu vraiment obsédé par cette mécanique visuelle qui a été inventée. Hollywood s'en est emparé dans les années 10, dans les années 20. Et s'est mis à produire des histoires. Et une fois que la mécanique visuelle avait été assimilée par les spectateurs, à ce moment-là, c'est devenu une sorte de langage presque universel, de code. Et on a pu passer à adapter des romans, avoir des moyens d'expression beaucoup plus complexes. And also just sort of realizing that the movie companies in kind of reacting to the public's reaction of what the public was looking for, created this. Once they created the the language, or once they were comfortable with the language, they started running stories through it like a Xerox machine, like the classic stories and original stories. And I found it like kind of limiting, how once the technique of visual, the visual nuts and bolts were absorbed by like the system, it had no need for like further changing the cinematic code, because once it was comfortable, like a standard cinematic code was enough, or whether or not like also maybe there was a limit to the code. Et voilà, et les producteurs de cinéma, les entreprises productrices de cinéma ont commencé aussi à regarder un petit peu la réaction du public, se demandant qu'est-ce que le public veut, etc. Et ont commencé à sortir à la chaîne des films. Cette mécanique visuelle avait été absorbée, les codes avaient été absorbés, avaient été intégrés par le public. Et à ce moment-là, il n'y avait plus besoin d'en changer. Peut-être qu'il y avait des limites aussi à ces codes-là. Mais en tout cas, c'était devenu une sorte de standard et il n'y avait plus besoin de changer ces codes. On pouvait produire du cinéma comme des films, comme des photocopies, quelque part. And as I think as a filmmaker, I instinctually wanted to or even when I started learning the cinematic codes, I, very often wanted to change that. They would change the certain rules that we were used to using, and then watching Bela's film, which was I think 1995. It was made in 1995, but maybe I saw it a little bit later. In New York, and realized that he had sort of subverted like this kind of international cinematic code, and by simply not cutting, like he was very, very long shots that sort of became its own language, and I realized he was operating sort of almost pre-cinema, pre-1903, like he was learning again, and perhaps by other filmmakers like Tarkovsky and Jansko, he was learning through them as well, but also subverting the code successfully. And I thought
that it was inspiring. And when we got to shoot this film, Jerry, there was a lot of it had no screenplay, so I was arriving at a place with the two actors where I needed to kind of like change my cinematic ideas about what we were doing because of simply the way things were progressing in our creating the film with no screenplay, which was sort of a strange feat of keeping it in your head the whole time. And I kind of thought of Bela's style and sort of borrowed his style in making this particular film. And the next few films, like Elephant, once I had done Jerry, I sort of kept going in the next film. And then pretty soon after that, sort of gave up on that side of things and became interested in other things. But the article about Bela was during that period of time, which is about 25 years ago or something. Et voilà, en tant que réalisateur, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très limitant dans ces codes-là, et instinctivement, j'avais envie de changer cette grammaire cinématographique. Et j'ai vu le film de Bela, donc le Tango de Satan, qu'il a sorti en 95, je crois. Je l'ai vu un peu plus tard à New York, et je me suis aperçu que c'était quelqu'un qui avait réussi à détourner cette grammaire-là, à la subvertir quelque part, avec ses longs plans. Et il revenait à un langage qui était presque un langage pré-cinéma, un langage pré-1903. Peut-être aussi influencé par des gens comme Tarkovsky, comme Yang-So, etc. Et quand j'ai tourné Jerry, en fait, on s'est pointé sur le tournage sans scénario. Et donc, il y avait cette chose un peu étrange d'avoir deux acteurs, pas de scénario. Un film qu'on avait tout le temps en tête, et il y avait une sorte de progression au niveau de ce qu'on faisait. Et j'ai décidé d'emprunter le style de Bela, avec ses longs plans. J'ai refait ça aussi pour Éléphant et pour les films, pour quelques films après. Puis voilà, puis après j'ai abandonné ça, j'ai changé j'ai un peu perdu cet intérêt-là, et j'ai décidé de changer de direction. Mais pour le coup, l'article que j'ai écrit sur Bela, c'est vraiment il y a 25 ans, c'est vraiment plein dans cette période de changement pour moi. And just to add on top of that, just working in the last 10 years, because of I think a variety of reasons. I think most strongly probably homemade videos, and also certain ways that like people started shooting television series. Some of the styles started to become subverted because of just an unfamiliarity of what they were, what the rules were. So people making things at home on YouTube were subverting the cinematic code or physical code that we always like paid so much attention to, just by virtue of the fact that they didn't know the code, but then they were establishing a new code because they were making so many videos, and now TikTok videos that like just break all the rules because they don't have rules. Et oui, et puis après, voilà, depuis 10 ans, pour différentes raisons, il y a notamment des vidéos amateurs qu'on va voir sur YouTube par exemple, il y a des séries télé qui sont tournées d'une certaine façon. Voilà, ce style est de nouveau quelque part détourné. Il y a une subversion à nouveau, aussi parce que les gens qui ne connaissent pas forcément ces codes-là, donc ils les détournent parce qu'ils ne les connaissent pas. Et ils établissent un nouveau code. Il y a tellement de vidéos qui sont faites, donc ça établit un nouveau code, ou bien TikTok, où il y a encore une fois, ces codes, ces lois qui sont enfreintes parce qu'il n'y a pas de loi, parce qu'il n'y a pas de règles.
Est-ce que, pardon, du coup, j'étais parti sur les acteurs, mais comme vous parlez justement de la forme, est-ce que il y a Jerry, mais ensuite dans Elephant et dans Last Days par exemple, il y a ces longs ces longs plans, mais il y a aussi tout un travail de montage qui joue sur la répétition de scènes, de points de vue différents, etc. Où là, du coup, vous réintégrez du montage, mais non pas le montage, c'est-à-dire l'écriture standard, mais il y a quand même une notion, voilà, de vous ajoutez une pierre, si je puis dire, à ce que Bellatar a pu produire aussi, quoi. Donc de prendre finalement un petit peu son système d'écriture de longs plans séquences, mais de rajouter une couche en jouant sur une forme de créer une forme de chaos dans la chronologie. C'est-à-dire que les films ne sont plus linéaires et que voilà, et donc on sait plus vraiment où on est dans le temps du film, de cet effet de répétition. Est-ce que vous pouvez nous en parler éventuellement de ça, de ce travail-là qui ressemble un petit peu à la mémoire, comme la mémoire peut être une réminiscence et quelque chose qu'on a du mal à préciser, le début et une fin? Yeah, in Elephant, the camera is following 4 different characters at the same time, so there's an overlap of time, and then finally you overlap that time with the 2 boys who in the end are like planning to attack the school. But this is actually prevalent in Bela's Satan Tango. There is, except in his film, in Elephant, the sections that are being repeated are somewhere around 10 to 15 minutes. And in Bela's Satan Tango, it's a 6-hour film. They're being repeated over, I think, an hour and a half. So you see a point of view that's an hour and a half long, and then it goes back, and again repeats. So it's actually like very, idea-wise close to Bela's film. Oui, dans Éléphant, la caméra suit 4 personnages différents. Et effectivement, il y a des moments où ils se croisent, où ils se chevauchent. Donc il y a un chevauchement au niveau chronologique sur ce plan-là. Puis on suit les 2 garçons qui ont prévu d'attaquer l'école. Mais en fait, c'est quelque chose qui est très prévalent, qui est très important aussi dans le Tango de Satan de Bellatar. Simplement, moi, voilà, ce qu'on voit et qui se répète, ça dure 10 minutes, un quart d'heure dans le film, ce qu'on voit plusieurs fois. Chez Bellatar, c'est 1h30. Donc vous avez un point de vue d'1h30 qu'on va suivre comme ça. Et ensuite, on va revenir en arrière et on va avoir encore une fois 1h30. Donc il y a un temps là aussi qui est beaucoup plus large. Et sur la question de la chronologie, c'est-à-dire la chronologie dans le récit, où il y a des séquences qu'on peut retrouver, qu'on peut voir à un moment et qu'on va retrouver un peu plus tard. Je pense en particulier à Last Days, par exemple, où du coup, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est... On est un peu perdu dans le temps et dans la maison. Du coup, ce travail, c'est-à-dire de rupture avec une linéarité du récit. In Last Days. Oui, par exemple, c'est dans Last Days, mais on le retrouve, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi ensuite dans Harvey Milk, par exemple, sur la fin, ou même dans Don't Worry, Don't Worry aussi, on retrouve, il y a des, on ne sait pas à quel moment du temps on est. Est-ce que c'est avant l'accident, après? Quelques mois plus tard, il y a des ruptures en fait dans la chronologie. Et moi, je trouve ça très très intéressant et très subversif, quoi. I don't remember how these things work together because it's been a while. But yeah, I think I would be, if it's working dramatically. Sometimes I go back into time,
and I think it's just something that is happening in my own acceptance of what chronology is, which sometimes isn't necessarily like the strict time frame. Sincèrement, je me souviens pas trop comment ça marche en fait dans ces films-là parce que ça fait longtemps. Mais pour moi, voilà, si ça fonctionne sur le plan dramatique, eh ben, je vais pas hésiter à revenir dans le temps. Et quelque part, ça correspond à ma propre conception de ce qu'est le temps et la chronologie, qui est pas forcément la vision générale. There's a film, Slaughterhouse-Five, where the character, the first thing you see is he's writing, "I've become unstuck in time." And he's telling stories about his experiences as a U.S. soldier in Dresden, Germany, and a father in the U.S. with a family at different points in his life, and also a man who's been abducted by aliens and he's living on another planet. So these things are intercut. So I could have been sort of influenced by that particular film. From a Kurt Vonnegut film. Oui, il y a un film qui s'appelle Slaughterhouse-Five, je ne connais pas le titre français, mais c'est d'après un roman de Kurt Vonnegut qui s'appelle, je crois, Slaughterhouse-Five ou Slaughterhouse-5, où il y a un personnage en fait qui est complètement, dont le temps est complètement déstructuré, donc il est à la fois, il est dans son temps en tant que soldat pendant la Deuxième Guerre mondiale à Dresde, mais il est aussi père de famille aux États-Unis, et il a aussi été enlevé par des extraterrestres. Et donc tout ça se mêle, et je pense que c'est une des choses qui a pu cette adaptation-là au cinéma qui a pu m'influencer. Est-ce que, juste pour terminer sur cette question-là, parce que c'est une question que je me posais, en général, comme il y a eu Psycho, on pense à Hitchcock, il y a des motifs hitchcockiens qu'on peut retrouver, mais moi j'ai le sentiment que votre cinéma est à l'opposé en fait de ce que Hitchcock pouvait faire, et pour rester dans des références plutôt classiques, et justement sur ce travail des fois qu'on retrouve dans Elephant, mais également dans Last Days, où on peut avoir la même scène mais prise d'un point de vue différent. En fait, je pense à Liberty Valance, l'homme qui tue à Liberty Valance, et où John Ford reprend la même scène mais tournée d'un angle différent. Et du coup, je me demandais s'il pouvait y avoir quelque chose de fordien, éventuellement dans vos références, sachant aussi que une des thématiques, si ce n'est la thématique qui court vraiment tout au long de votre œuvre, c'est la question de la famille, de trouver ou de se fabriquer une famille, et qui est aussi une thématique extrêmement fordienne. Alors peut-être que c'est une question très personnelle. I probably had seen a number of John Ford films as classic films, but not really studied them, or it might be just a coincidence. En fait, vous savez, j'ai vu pas mal de films de John Ford, hein, pour moi c'est des classiques, mais je ne les ai jamais vraiment étudiés, donc je crains que ce soit une coïncidence. But Hitchcock, I think I paid a lot of attention to Alfred Hitchcock. I mean, even as a kid watching the television show was kind of an amazing experience, and even watching his stuff today, it's almost like he's just reached such a level of perfection that he was always like instructive. And then the new wave becoming interested in Hitchcock and Truffaut's book, Truffaut Hitchcock. You know, I read very intensely and many times. You know, just all the things that I think Truffaut was reading into the films, and Hitchcock's explaining what those things are. At sometimes I think being like Truffaut's inventions that Hitchcock's agreeing with because it's easier that way. But also it just was fascinating with all these subtexts
and metaphors that that Truffaut found and that Hitchcock expanded on in their book, you know, talking about the different films. I think they go through all the films at that moment. But yeah, that was a different type of thing where I definitely was influenced by Hitchcock. En fait, pour le coup, j'ai vraiment été influencé par Hitchcock. Je l'ai beaucoup plus étudié. Je me souviens gamin de voir sa série télévisée et je trouvais ça extraordinaire. Il y a vraiment et encore aujourd'hui, je trouve qu'il y a une sorte de perfection. Il atteint une forme de perfection qui est vraiment très, très instructive. Il y a aussi le fait que la nouvelle vague s'est intéressée à Hitchcock. Il y a le bouquin de Truffaut sur Hitchcock, ou avec Hitchcock, que j'ai vraiment étudié, que j'ai vraiment lu et relu. Et je trouvais ça assez fascinant aussi, la manière dont Truffaut va lire des choses, va interpréter des choses. Hitchcock va parfois les expliquer. Parfois, on a l'impression qu'Hitchcock dit « oui, ok, d'accord », parce que c'est plus facile, c'est plus simple pour lui. Et tout ce sous-texte, ces métaphores, etc., qui vont être découvertes par Truffaut et sur lesquelles Hitchcock va ensuite développer. Je trouvais ça vraiment fascinant. Donc oui, c'était une vraie influence pour le coup. And you want to hear the story of Psycho, or? Et vous voulez que je vous parle de Psycho? It's a whole. It's sort of it's a very singular project because it's remaking somebody else's film and trying to actually make a copy of it, which I think came about only because of the success of Good Will Hunting. It was every time I would go into the studios in Hollywood, which started to happen, I think, after Drugstore Cowboy. Drugstore Cowboy was a film that attracted other actors, not necessarily studio people because it didn't make that much money, but actors were attracted to the idea of the film, and the studios, because I had made the film, wanted me to work on some of their projects so that the actors would be attracted to those projects and to use me as bait. And every time I would go into the studios, I would criticize. They offered in Universal to show me the library of scripts and screenplays that they had, that they either never filmed or films that they had made, which you could remake. And they offered me this sort of like idea of like looking through their old stuff to find something new. And at that time, which was around 1990, they were in the process of remaking classics, which I think Hollywood has always been doing, but they had a number of projects that I had seen and sort of felt had problems for me because they would take an old story and they would usually change the ending, because if the story was from 1950s, the ending might be very dark and like lonely, and they would remake the film and then they would change the ending so it was like uplifting because it was for the 1990 audience. And so I was trying to, get them interested in remaking a film where they don't just rob the screenplay, but they also rob the director's angles and and the characters' performances, and make something that's truly a remake. Mostly because of being almost like razzing them and getting them angry at me, because it did sound at the time strange, and so they would laugh and they would say, "Well, we won't be doing that anytime soon." Oui, donc Psycho, c'est vraiment un projet singulier, parce que c'est un remake, mais c'est aussi la copie exacte d'un film. En fait, tout a commencé, c'était... voilà, ça s'est fait après, grâce à Will Hunting, qui a eu beaucoup de succès. Mais en fait, j'ai commencé à aller dans les studios, à fréquenter les studios hollywoodiens après Drugstore Cowboys, qui est un film qui a attiré les acteurs. Les acteurs ont aimé le film. Alors, ce n'était pas forcément les acteurs des studios, parce que le film n'a pas fait beaucoup d'argent, mais les acteurs étaient attirés par le film, voulaient tourner avec moi. Donc, les studios
ont essayé de se servir de moi comme appât. Ils se sont dit, voilà, si ils tournent pour nous, ben, il y a des acteurs qu'on veut avoir qui vont venir parce que c'est lui qui fait le film. Et Universal, notamment, m'a montré, voulait que je travaille avec eux, donc ils m'ont montré leur librairie, leur bibliothèque de scénarios, des choses qui n'avaient jamais été tournées, des films dont on pouvait faire des remakes. À l'époque, il y avait beaucoup de remakes qui se faisaient, c'est début des années 90. Hollywood a toujours fait des remakes, mais là c'était vraiment encore plus fort. Et il y avait un problème pour moi qui était qu'on prenait des vieux films, des vieilles histoires, on les refaisait, mais on les mettait au goût du jour. Et notamment, on allait, si c'était un film des années 50 avec une fin un peu sombre, on allait changer la fin pour que ça soit beaucoup plus joyeux. Et voilà, ça me posait problème. Donc moi, j'avais envie de faire un remake, et je leur ai dit, je veux faire un remake, mais je veux pas trahir ce qu'a fait le réalisateur, et je veux pas trahir non plus la performance des acteurs, donc je veux faire exactement la même chose. Et les studios m'ont dit, ouais, bah, c'est pas demain qu'on fera ça. And so every couple of years I would go to end up at the same studio, and then we would be talking about projects. They were trying to get me to do action movies, and which paid a lot more. You'd make a lot more money as a director at the time. And I kept thinking of the idea of remaking a film, and by then they asked me what film, for instance, and I just referred to Psycho, I think, because it was something I knew quite well. And I said Psycho, for instance, and they would laugh again and say, no, we won't be doing that anytime soon. Et donc tous les 2 ans à peu près, je retournais voir le studio, on parlait de projets, etc. Ils voulaient que je fasse des films d'action. C'était aussi très très bien payé à l'époque, mais voilà, ils me reproposaient de faire un remake, de refaire un film. Et puis j'ai proposé Psycho parce que c'est un film que je connaissais bien. Et ils m'ont dit non, mais ça non plus, c'est pas pour demain. And so then yet another time, time passed. Eventually, Good Will Hunting became eligible for an Oscar. It became nominated, and the same studio had called my agent, and I think they liked to try and get your next film in case you win the Oscar. So there's that sort of added value. Et donc voilà, et encore des années ont passé. Will Hunting est sorti, il était nominé aux Oscars, et donc les studios ont appelé mon agent, et en fait l'idée pour eux c'était de s'assurer que je ferais mon prochain film avec eux au cas où je gagne l'Oscar. And so Paramount had a remake actually of Seconds that I was interested in doing, and then there was another studio, and my agent had Universal calling, saying, "Is there anything that Gus wants to do? Anything?" And I said, "Oh, Universal, tell them remake Psycho, but copy it and don't change anything about it." And the message came back, "We think this is a great idea, and we want to do it." Donc la Paramount m'avait proposé un remake qui pouvait m'intéresser, et voilà, Universal a appelé, ils voulaient absolument que je travaille avec eux, donc j'ai dit à mon agent, dis-leur que je veux refaire Psycho, mais pour le coup je veux absolument rien changer au film, je veux le refaire tel quel. Et la réponse est arrivée, c'était on pense que c'est une super idée. And so then I was shocked, and I thought, oh my God, they actually want to do it. So I was. I didn't know. I called my friend Danny Elfman, the composer, who sounded quite a bit like Bernard Herrmann, the composer for Psycho, and I figured he would probably, if we did it, could do the music. And he said, you can't remake Psycho. And I said, why not? And he said, because the critics will kill you. Donc j'ai appelé j'étais vraiment sous le choc qu'ils acceptent de faire ce projet-là. Donc j'ai appelé mon pote Danny Elfman, le compositeur, et je trouvais que sa musique ressemble un peu à celle de Bernard Herrmann, le compositeur de Psycho. Mais il m'a dit non mais t'es complètement malade, tu peux pas refaire Psycho. Et j'ai dit pourquoi? Il m'a dit parce que les critiques vont te tuer. And Danny was sort of a horror aficionado, and he sort of knew what he was talking about. And I thought. It really wasn't for the critics so much as it's just an experiment on its own, and it had so many attractive things of what would happen if you were trying to actually,
regenerate something like a Frankenstein film out of this other film. And he said, well, they're going to kill you. And so we did it, and then the critics killed us. Voilà. Mais voilà, Daniel, voilà, mais j'ai dit à Dani, mais non, mais ça serait juste une sorte d'expérimentation. C'est un peu, voilà, voilà, on peut voir ce qui se passe quand on essaie de ressusciter un film comme une sorte de Frankenstein, etc. Donc finalement, on a fait le projet et les critiques nous ont massacrés. But the artists, and particularly visual artists, decided they loved it. Mais des artistes, en particulier des artistes visuels, des artistes contemporains, ont adoré. I think at the end, that particular film, knowing Psycho as well as I feel like I did, it just was impossible to like reproduce another person's energy, especially like somebody that wasn't working really in the same logical, without the same experience. I mean, he had decades of experience. I had like maybe 1 decade of experience. But and also just everything about Hitchcock is pretty much different as far as his Catholicism itself. Like I was not Catholic, so all the guilt associated with the original Psycho was just gone, and so it was sort of a failure. I think the main idea was whether you could remake something that was successful and reproduce the success, which didn't happen either. Voilà. Mais voilà, avec le recul, connaissant Psycho aussi bien que je le connais, etc., il y avait quelque chose dans la logique même qui ne pouvait pas fonctionner, je ne pouvais pas reproduire l'énergie qu'il y a chez Hitchcock, son expérience aussi. Il avait des décennies de cinéma derrière lui, moi j'avais peut-être 10 ans. Je ne suis pas catholique, lui c'est vraiment le catholicisme incarné, donc toute la culpabilité disparaît. Voilà, donc c'était sur ce plan-là un échec, aussi parce que c'est si on reproduit un film qui a du succès commercial, on a envie de faire un remake qui a un succès commercial, ce n'était pas le cas non plus. En même temps, c'est un objet cinématographique qui est complètement, qui dépasse complètement le cadre du cinéma. Aujourd'hui, c'est quasiment, c'est comme c'est un objet d'art véritablement. Et du coup, hier, on a pu voir donc Trouble, votre pièce sur Andy Warhol. Il y a quelque chose qui est un peu comme de l'ordre de la sérigraphie, comme Warhol reprend des figures populaires et par la sérigraphie, on fait une copie, mais qui est pas tout à fait une copie. Et Psycho, il rentre vraiment dans ce cadre-là. Et j'ai l'impression vraiment que ça déborde complètement le cinéma. Et en même temps, que c'est quelque chose qui ne se fera plus jamais, parce que vous avez réussi à faire quelque chose, mais les studios aujourd'hui n'accepteront jamais de produire un film ou de produire quelqu'un qui décide de faire un film comme ça, plan par plan, de dire je fais une copie, comme si j'étais même pas un faussaire, mais un artisan qui essaye juste de refaire. Ce serait plus jamais accepté. C'est un coup de force. À la fois, c'est une blague et c'est un coup de génie. Yeah, I think that there was a connection between. I used to do a lot of silk screening in art class and in art school. So there's a connection between like transposing something. Yeah. Oui, effectivement, je pense qu'il y a un lien. Il y a un lien. J'ai fait beaucoup de sérigraphie, notamment aux Beaux-Arts. Et il y a ce lien quand on transpose quelque chose. Est-ce que il est déjà 8 heures. Du coup, vous n'avez pas du tout répondu à ma question sur votre travail avec les acteurs, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. I know. Working with actors. There's no problem. Should I start on actors? Vous voulez que je me lance ou si vous voulez, ou sinon s'il y a des questions du public, mais si vous voulez en quelques mots peut-être nous parler un petit peu justement de ce travail avec les acteurs, c'est bien aussi quand même. Des questions du public? Yeah, ok. S'il y a des questions, voilà, on va prendre quelques questions pour profiter. On peut parler des personnages, on peut revenir aux personnages. It's for you, because if
Bonsoir. Alors, en fait, j'ai envie de rebondir sur ce que vous avez raconté pendant la rencontre. Gus Van Sant expliquait justement que les codes du cinéma avaient été normalisés il y a déjà longtemps, tout ça, et que lui, il voulait sortir de ces normes-là. Hein, voilà. Et Hitchcock, justement, avec Psychose, c'est historique, a justement mis un coup de pied dans la fourmilière. Pour les gens qui ne le savent pas, rien qu'un plan de toilette qui est dans Psychose, en fait, on n'avait jamais vu ça, en fait, hein, dans les toilettes de l'hôtel, voilà, parce qu'on n'avait jamais osé faire ça, parce que le code Hays interdisait ça. Hein, il faut recontextualiser les choses du code Hays, voilà. Et donc, en fait, Hitchcock, à l'époque de Psychose, avait lui-même donc mis un coup de pied dans la fourmilière, voilà, pour justement casser les codes qui avaient été mis en place depuis déjà bien longtemps par les studios. Voilà. Et donc, en faisant le remake donc, de Psychose, je me suis dit, avec les remarques que vous avez faites ce soir, qu'est-ce que vous, en fait, en tant que cinéaste de Gus Van Sant, en ayant fait un remake de Psychose, qu'est-ce qu'il avait voulu faire, qu'est-ce que vous avez voulu faire, comment dire, en mettant, comment dire, parce que pour le coup, les codes de Psychose, ils avaient déjà été mis en l'air, hein, ils avaient été subvertis, d'accord. Et qu'est-ce que Gus Van Sant avait voulu subvertir à l'époque en voulant faire justement ce remake-là? Si tant soit peu qu'il y avait quelque chose de subverti à subvertir à l'époque du remake. Je ne sais pas si vous voyez, si je vois à peu près ce que... Yeah, no, I see what you mean. Yeah, I think at that time my desires at subversion had not appeared yet. When I made Psycho, like later, although I think always I was thinking, because of growing up with cinema in the 60s, 70s, particularly 70s, there was this, you know, stories made by independent filmmakers that were just jumping out of the screen, trying to like subvert style, not codes, but style, not like acceptance of whether there's, you know, one bed or two beds in a bedroom, or like a code with, you know, not seeing a toilet, or but more like just rules of cinema, simple rules of cinematic style that I think really were only, I don't think that I personally have challenged it, or Bela really, but it was a direction with Bela and and Tarkovsky that was different, but it really was only subverted like today because of, I think, cinema no longer being such a strictly controlled storytelling style by studios and theaters, but really the democracy of just unleashing it on the world with iPhones and like TikTok. That's the subversions happened through that, and I think will you know, other subversions in other like inventions, say VR, will have its own like natural subversion. But it was always sort of impossible to break through with through the, you know, the decades of the 60s and 70s and 80s. But then I think I saw like what YouTube had done, and it was sort of made sense. Oh, I see. If you change the actual machine itself, then, you know, then comes the subversion or the change. Not really subversion, but change. Oui, je vois ce que vous voulez dire, hein, mais au moment où je fais Psycho, en fait, ou Psychose, voilà, mon désir de subversion, quelque part, n'a pas vraiment émergé, et la subversion n'est pas forcément possible non plus, en fait. Il y a dans les années 70, hein, j'ai grandi, j'ai découvert le cinéma à ces moments-là. Il y a des réalisateurs indépendants qui vont changer des choses, qui vont avoir une subversion, mais pas des codes, pas les codes Hays, où on a un lit ou deux lits dans une pièce, ou montrer des toilettes ou pas montrer de toilettes, mais des subversions de style. Hein, ils vont essayer de changer le style du cinéma. Mais sur le plan de la subversion, voilà, il y a Bellatar, il y a Tarkovsky qui vont essayer de changer les choses. Mais pour moi, la vraie subversion, en fait, elle arrive plus tard. Elle arrive là, il y a quelques années, au moment où le cinéma n'est plus le monopole au niveau narratif de Hollywood et des salles, etc., mais
la subversion, elle vient de la démocratisation par nos téléphones, par TikTok, etc. Voilà. Il y aura d'autres subversions, hein. Peut-être que la réalité virtuelle va amener d'autres subversions, mais c'est quelque chose qui ne pouvait pas émerger dans les années 60, 70, 80. Il fallait changer la machine, en fait, hein, pour qu'il y ait cette subversion, ou en tout cas ce changement. C'est peut-être plus un changement qu'une subversion. Est-ce que le métier de réalisateur, c'était une évidence pour vous ou c'était pas votre projet à la base? Yeah, when I was growing up, I really was working as a visual artist, and then the visual artists in the early to mid '60s, when I was sort of early times studying in school, middle school, our teacher was showing us films made by artists that showed me that artists were also like working in film, like Stan Brakhage or Jonas Mekas or Warhol. And so since I was working as an artist and making silk screens and making paintings, I got a hold of a camera to work, just make experimental films, not dramatic films. As other students were also doing in my class, they were making things on their on like home, family cameras, and that's sort of where I started, and I ended up in art school, where we, needed to kind of decide what we were majoring in, and I had within the art school there was a cinema department. And there was a painting department, and I just thought I had been painting long enough that I would try something different, and I majored in film. And I just kept going that direction, so it wasn't really from the beginning, but there was an eventuality. Oui, non, au départ, non, en fait. Hein, moi, j'étais, je voulais être artiste, je voulais être peintre, par exemple, et dans les années 60, j'étais au collège, en fait, et j'avais un prof de dessin qui nous a montré des films faits par des artistes, Stan Brakhage, Jonas Mekas, Andy Warhol. À l'époque, moi je faisais des tableaux, je faisais de la sérigraphie, etc. Mais j'ai acheté une caméra et plein de mes potes à l'école avaient aussi une caméra ou utilisaient la caméra de leurs parents pour faire des films expérimentaux. C'était pas du tout de la fiction, etc. C'est vraiment quelque chose d'expérimental. Et ensuite, je suis entré aux Beaux-Arts et il fallait faire un choix et choisir ce dans quoi on allait sur quoi on allait se concentrer aux Beaux-Arts. Et il y avait un département de cinéma, il y avait un département de peinture. Et je me suis dit, ça fait quand même pas mal de temps que je fais de la peinture, donc je vais essayer un truc nouveau. Et voilà, et ça a commencé comme ça, puis j'ai poursuivi. Donc c'était pas depuis le départ, mais ça a été une éventualité à un moment qui s'est présentée. Bonjour, déjà merci beaucoup d'être venu ici et c'est un plaisir de vous avoir à Toulouse. Moi, la question que je voulais vous poser, c'était par rapport aux choix musicaux de vos films, parce que la musique, c'est une des choses qui m'a toujours le plus frappée dans vos films. Et du coup, c'était à quel moment du processus et comment vous choisissez en fait les musiques que vous mettez. Well, I think I'm in the early days of working in school. I think I heard somebody. We had a magnetic film recorder that would run along with the film. Your 16 millimeter film, and somebody was playing a very sort of beautiful song to their film, and I realized, oh, you have this ability to kind of synchronize anything to the film you're making, and so I think that was a huge revelation. I remember it was in a kind of small screening room in my school that had some equipment in it, and it was just that moment that I started paying attention to what other filmmakers or filmmakers that we were watching, what they were doing with
with sound and with music. So I mean, through the years, I've just tried to choose music or sound that complemented the idea of the image. Sometimes it worked against the image, which was good, or sometimes it like did something new. It made the image do something new, and it really was almost any, like all kinds of different pieces of music. Maybe one, there was one I think maybe famous dramatic film, Good Will Hunting, where we had Elliott Smith music going along a lot of times with the film, and I think it was the subject of the film. It was the way the film was written that made me think Elliott's music, who was a local Portland musician, and something a person that I had copies of his recordings, would fit very well with the screenplay that I was reading. So it was sort of music that I felt that in the future, when we get to the editing part of the movie, that we should try it. And I wasn't sure whether it would work, but it seemed to work really well. At first, we were just using different types of music, and then we sort of leaned into Elliott as an example. But it's always like a trial and error for me. En fait, voilà, un moment important pour moi, hein, c'était à l'école. Et on avait un magnéto dans la petite salle de projection qu'on avait. Et puis j'ai vu certains de mes camarades de cours qui projetaient des films en 16 mm et quelqu'un qui avait mis une super chanson en fait, sur le magnéto. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'on pouvait mettre ce qu'on voulait en fait, avec l'image qu'on avait tournée. Et voilà, ça a vraiment ouvert quelque chose pour moi. Et ensuite, voilà, il y a toujours eu cette idée de prendre des sons pour compléter l'image, peut-être aller contre l'image parfois, pour que l'image fasse quelque chose de différent grâce au son. Sur Will Hunting, par exemple, dans le film, il y a beaucoup de musique d'Elliott Smith, qui est un musicien de Portland, quelqu'un que je connaissais, j'avais ses enregistrements, etc. Et voilà, quand j'ai lu le scénario et en travaillant sur le scénario, je me disais, ça pourrait marcher avec lui, ça pourrait être avec cette musique-là. On a essayé d'autres choses au niveau du montage, mais finalement, on est revenu sur Elliott Smith. Et voilà, il y a toujours cette idée hein, d'essayer des choses, ça marche pas. Mais la possibilité aussi importante, c'est de pouvoir utiliser n'importe quel son, n'importe quel morceau de musique, qui tout est possible. Bonsoir. Pour rester dans le thème de la musique, vous avez réalisé plusieurs clips vidéo. Je voulais savoir si c'était vous qui avez contacté les maisons de disques ou les chanteurs, ou est-ce que c'est les maisons de disques qui vous ont proposé de travailler comme ça, avec eux? Et est-ce qu'il y avait des contraintes, vu que ça passait sur MTV, des contraintes liées à la télé? I think it was 1991 or 1990 when a company called me to make a David Bowie video, and I was sort of shocked that they'd called, and I said yes, of course, and and that was my first video. It was a reissue of Fame, the recording of Fame, and it was just a pretty standard piece. It was a lot of screens shooting different performances of Fame that were used in a show that he was doing at the time. But I think that it was either or. Sometimes friends like the Chili Peppers asked me to do a video because I knew them through Flea, who was in My Own Private Idaho, and there was an invitation. So it's usually the band like finding me, and I always felt like I wasn't very good at it, and kind of slowed down making this. But there were, I don't remember constraints really. We never really had issues with constraints. Ouais, le premier clip que j'ai fait, c'était en 90 ou 91. C'était voilà, c'est une maison de disques qui m'a appelé, qui m'a demandé si je voulais faire
un clip sur une chanson de David Bowie, donc j'étais vraiment sous le choc, il m'a appelé, j'ai dit oui, bien sûr. C'était Fame, la chanson ressortait, en fait on utilisait voilà, pas mal d'écrans et pas mal de plans qui avaient été pris dans un spectacle que Bowie faisait. Mais à part ça, ouais, les Red Hot Chili Peppers, en fait je les connaissais par Flea qui avait joué dans My Own Private Idaho, donc ils m'ont contacté. Et en général c'était plutôt les groupes qui me contactaient. Je me trouvais pas forcément très bon en fait dans cet exercice-là. Et donc c'est pour ça que j'ai un peu ralenti sur ce plan-là. Et en termes de contraintes, non, je me souviens pas avoir eu de problème ou qui m'ait interdit ou demandé de faire des choses. Bonsoir. Vous avez travaillé sur le film Gumeau d'Harmonie Corinne, qui est un film choral. Et je voulais savoir ce qui vous a amené à ce projet. Est-ce que c'est le fait de travailler sur un film choral, le fait de travailler avec Harmonie Corinne, ou juste l'histoire de base? Am I in the credits? Je suis au générique. Maybe for the last chapter. Gummo. There's chapters? On the trailer. The trailer for Gummo. Last chapter by Gus Van Sant. It's the last chapter by Gus Van Sant. I don't. Maybe it was a re-edit. C'est peut-être un autre montage. Maybe it was Jerry. I was involved with kids. This film that you have. How many people have seen Kids? J'ai travaillé sur Kids en fait. Je ne sais pas si certains many. d'entre vous l'ont vu. So Larry Clark was a still photographer, and we talked about making a film, and he knew Harmony Korine because they met in Washington Square Park just by chance, and he said, "I know this kid can write it." Wrote the story Kids, and it became a pretty well-known film. Played Cannes, got a lot of distribution, and so Gummo was his first film on his own. And I did go visit the set the first day that they were shooting, but I don't remember being in it. I wasn't in it, but thank God. And I wasn't. I didn't do very much on it. I just saw them shooting one day. Ouais, en fait, non, j'ai travaillé sur Kids. Et c'est Larry Clark qui était photographe de plateau, qui voulait faire un film. Et puis, on avait discuté. Et il connaissait Harmony Korine parce qu'il traînait sur Washington Square Park. Et il dit, ouais, ce gamin-là, il peut écrire un scénario et tout. Voilà, donc Harmony Korine a écrit Kids. Le film est sorti, il est devenu assez connu, il est passé à Cannes, il a été distribué assez largement. Et Gummo, c'était le premier film d'Harmony, effectivement. Alors, pour le coup, je ne me rappelle pas avoir travaillé dessus. Je suis allé les voir le premier jour du tournage, mais c'est à peu près tout ce que j'ai fait, Dieu merci, sur ce film-là. It's time. Oh, it's done. Yeah. Okay. Great. Thank you so much. Merci à vous.